Ce soir, on va parler des ondes gravitationnelles. Et en fait, c'est un sujet très vieux, puisque les ondes gravitationnelles ont été prédites il y a plus d'un siècle, mais elles ont été observées sur Terre pour la première fois très très récemment. Donc c'est vraiment une découverte scientifique majeure qui va entrer dans le livre d'histoire, c'est certain. Parce que pendant des siècles, voire des millénaires, en fait, la seule source d'information qu'on avait sur le cosmos, c'était la lumière. Toutes nos découvertes, absolument toutes nos découvertes, toutes les connaissances que nous avons acquises sur l'univers sont le fruit d'observations effectuées à l'aide de lumière visible ou d'autres types d'ondes électromagnétiques comme les ondes radio, les rayons X, etc. Et jusque récemment, vraiment, il n'y avait que la lumière. Et en l'automne dernier, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons pu observer un événement invisible, un cataclysme qui n'émet absolument aucune lumière et qui a eu lieu il y a très longtemps, il y a plus d'1 milliard d'années, dans une galaxie très lointaine. Et la question, c'est comment est-ce qu'on a fait pour voir cet événement invisible? Eh bien, c'est grâce à ces ondes gravitationnelles, des ondes dont l'existence a été prédite, donc il y a un siècle de ça, par Einstein lui-même, et qui n'avaient été encore jamais été vues auparavant, jamais détectées sur Terre. Donc, Einstein, les ondes gravitationnelles, et en fait, c'est un couple de trous noirs qui a émis ces ondes gravitationnelles. Donc des trous noirs qui, par définition, n'émettent pas de lumière. Et donc, c'est grâce à ces ondes gravitationnelles qu'on a pu voir ces deux trous noirs tourner l'un autour de l'autre et finir par fusionner. Donc, c'est la disparition de deux trous noirs qui donne naissance à un seul trou noir, comme deux bulles de savon qui fusionnent pour ne faire qu'une seule bulle de savon. Et ce processus a émis des ondes gravitationnelles. Ça a eu lieu il y a plus d'1 milliard d'années. Ces ondes ont voyagé, elles sont arrivées jusqu'à nous. Elles ont laissé une infime empreinte que des expérimentateurs qui, après des décennies de travail, ont réussi à détecter, à observer. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable. Les questions qu'on va se poser ce soir, auxquelles on va essayer de répondre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Quelles sont les sources astrophysiques d'ondes gravitationnelles? Comment est-ce qu'on parvient à les détecter? Quelle est la nature de l'événement qui a eu lieu en automne dernier, la nature de cette source d'ondes gravitationnelles? En quoi est-ce que ça va révolutionner, littéralement, l'astronomie telle qu'on la connaît aujourd'hui? Et finalement, on va essayer d'imaginer à quoi l'astronomie gravitationnelle va ressembler dans les décennies à venir. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que les ondes gravitationnelles, l'existence des ondes gravitationnelles est une prédiction d'une théorie, la théorie de la relativité générale. Donc la relativité générale, dont on a déjà un peu entendu parler ici, c'est la théorie de l'espace, du temps et de la gravitation qui a été formulée il y a un siècle de ça par Einstein, et dont on a célébré donc, le centenaire l'année dernière. Donc c'est une très belle théorie. En tant que physicien, on l'admire pour sa beauté esthétique, pour sa cohérence logique, mais elle fait également des prédictions incroyables, comme l'existence des trous noirs, l'expansion de l'univers et l'existence des ondes gravitationnelles. Donc pour comprendre ce que c'est qu'une onde gravitationnelle, il va falloir qu'on parle un petit peu d'espace, de temps et de gravitation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps? On pense tous savoir ce que c'est que l'espace, hein. Ça a 3 dimensions, je peux avancer, reculer, aller à gauche, à droite, sauter, d'accord? Et le temps, lui, une seule dimension, et il semblerait qu'il aille que dans un sens, du passé vers le futur. Bien. En fait, les choses sont un peu différentes. Donc imaginons que nous ayons, disons, 2 boules de pétanque, une rouge et une bleue, ou alors 2 amants fougueux qui veulent s'embrasser, donc ils se rapprochent l'un de l'autre, ou encore 2 candidats à la présidentielle américaine. Donc ici on aura Donald Trump et puis ici Hillary Clinton qui vont se taper dessus. Donc on prend une photo à un instant donné, et puis comme ces corps se rapprochent, à un instant ultérieur, on prend une nouvelle photo, ils sont plus proches l'un de l'autre. Très bien. Un instant encore ultérieur, les 2 boules de pétanque entrent en collision, les 2 amants s'embrassent ou les 2 hommes politiques s'écharpent. Du fait de cette interaction, à un instant ultérieur, ouf, ils se repoussent, et ainsi de suite.
Okay, tout ce que j'ai fait, c'est représenter le mouvement de deux corps dans l'espace au cours du temps. À ceci près que j'ai enlevé une dimension d'espace, hein, vous noterez, j'ai mis un plan à 2 dimensions, parce que je ne saurais pas faire comment faire ce diagramme sinon en 4 dimensions. Bien, Einstein nous a appris il y a déjà 100 ans que la bonne façon de réfléchir à ce genre de phénomène physique, ce n'est pas en termes d'espace et de temps, c'est en termes de quelque chose qu'on appelle l'espace-temps. Donc là, on a les tranches d'espace au cours du temps, et en fait, la bonne façon de réfléchir aux choses, c'est avec ce bloc-là, cette espèce de cube qu'on appelle le bloc espace-temps. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? C'est tout simplement la réunion de toutes ces tranches d'espace au cours du temps. OK? Eh bien, vous et moi ne sommes jamais que des lignes comme ça. Ici, on a la ligne de Donald Trump dans l'espace-temps, et celle d'Hillary Clinton. Bien. Donc la seule chose, en fait, qui a une réalité physique tangible, c'est ce bloc espace-temps. Et on va voir que les ondes gravitationnelles sont en fait de petites oscillations dans cet espace-temps. Einstein nous a dit que cet espace-temps a une propriété, c'est qu'il est courbé. L'espace-temps est courbe, et il est courbé par le fait que la matière a de la masse et de l'énergie. C'est un peu comme, c'est une analogie qu'on rencontre souvent. Vous imaginez prendre un enfant, vous le posez dans un trampoline, et bien ça va déformer la surface du trampoline du fait du poids de l'enfant. Mais de la même façon, vous mettez la Terre dans l'espace-temps, et bien ça va déformer la structure même de l'espace-temps du fait de la masse de la Terre. OK? Et si la Lune tourne, fait un cercle en orbite autour de la Terre, ce n'est pas comme Newton nous l'a enseigné parce que la Terre exerce une force gravitationnelle sur la Lune. En fait, la Lune ne subit aucune force, elle se déplace parfaitement librement, mais dans un espace-temps qui est courbé par la masse de la Terre. Alors il faut faire un petit peu attention avec cette analogie, puisque la surface d'un trampoline a 2 dimensions, d'accord, alors que l'espace-temps a 4 dimensions. Donc c'est une analogie. Bien. Donc l'espace-temps est courbe. Donc je pense qu'une meilleure façon de visualiser cet espace-temps courbe, c'est de reprendre notre bloc espace-temps, ok, puis maintenant d'imaginer qu'il est un petit peu mou comme ça, un petit peu tordu, un peu déformé, donc ce que j'ai essayé de représenter ici, et il est déformé, il est courbé par la masse qui est à l'intérieur, donc les corps physiques. Et là encore, une bonne analogie, c'est un célèbre dessert anglais à base de gélatine. D'accord? C'est un peu comme une espèce de flamby, si vous voulez. L'espace-temps en Angleterre, c'est la jelly, et en France, c'est le flamby. Et déjà à ce stade, si vous pensez à cette analogie, vous pouvez un peu comprendre ce que ça va être une onde gravitationnelle. Parce que, imaginez que je prenne une assiette, je mets mon flamby, et puis je secoue l'assiette par le bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ces ondes ici qui vont se transmettre vers le haut, qui vont monter, d'accord? Et puis au final, le flamby va aussi bouger en haut. Et qu'est-ce qui s'est propagé ici? Dans notre analogie, en fait, c'est une onde gravitationnelle. Donc si jamais je viens secouer ici, excusez-moi, si je viens secouer une masse ici, d'accord, je vais modifier la courbure de l'espace-temps localement, qu'est-ce qui va se passer? Cette courbure, ce changement de courbure va se propager vers le haut, donc au cours du temps, et donc ça c'est, on va voir, les ondes gravitationnelles. Donc qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle? Bon, avant de le dire précisément, je voudrais déjà m'assurer qu'on sait tous ce que c'est qu'une onde. Okay? On connaît tous un certain nombre de phénomènes ondulatoires. Par exemple, ici, il y a de magnifiques champs. Si vous avez, si les blés n'ont pas encore été coupés, que vous avez du vent, vous pouvez presque visualiser en fait le vent qui se propage en voyant les épis de blé qui se courbent à intervalles successifs. Ou si vous avez déjà été dans un stade, vous avez déjà vu une onde de bras qui se lève et qui se baisse lors d'une hola. Ça, ce sont des phénomènes ondulatoires. Ou encore, si vous jetez un caillou dans l'eau, vous allez avoir un système d'ondes concentriques qui vont se propager à la surface de l'eau. Tout ça, ce sont des ondes. Un autre type d'onde extrêmement important, ce sont les ondes sonores qui me permettent de communiquer avec vous. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite perturbation de pression dans l'air qui se transmet de proche en proche, depuis ma bouche jusqu'à vos oreilles. Les ondes sismiques qui se propagent dans la croûte terrestre, ou de manière générale dans la Terre, sont également des ondes, qui ont comme support le matériau dont est fait la Terre. Un phénomène peut-être un peu moins connu, c'est la lumière. La lumière, en fait, c'est aussi un ensemble d'ondes dans ce qu'on appelle le champ électromagnétique. C'est le champ électrique et le champ magnétique qui oscillent au cours du temps, qui se propagent, et la lumière n'est jamais qu'un type particulier d'onde électromagnétique.
Donc tout ça, ce sont des ondes. Eh bien, les ondes gravitationnelles sont aussi des ondes, comme leur nom l'indique. Une onde gravitationnelle est en fait une petite oscillation dans la courbure de l'espace-temps lui-même qui se propage. Et la vitesse à laquelle se propage les ondes gravitationnelles est précisément la même que la vitesse à laquelle se propage la lumière, à peu près 300 000 km par seconde. Donc voilà, là vous savez déjà ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Vous pouvez imaginer avoir une espèce de courbure moyenne dans votre espace-temps, peut-être parce que vous avez, je ne sais pas moi, un trou noir dans le coin, et puis si vous venez gigoter votre trou noir, eh bien, vous allez avoir des petites ondes dans l'espace-temps qui vont se propager et qu'on peut essayer de détecter. Pour reprendre notre diagramme d'espace-temps avec l'espace ici et puis le temps par là, de nouveau, si vous prenez, comment il s'appelle merci, Donald Trump, qui s'agite beaucoup en ce moment, il est très lourd. Donc si je fais un abus de langage, on va dire qu'il est très massif. Il est très massif, vous l'accélérez, le Donald, et ben il va émettre des ondes gravitationnelles qui vont se propager dans l'espace-temps. Une autre façon de comprendre ça, c'est par analogie avec les ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une antenne radio? C'est tout simplement un bout de fer dans lequel on a un courant électrique qui circule. Et un courant électrique, c'est quoi? C'est un ensemble de charges électriques, des électrons, qui vont aller vers le haut et vers le bas. Et quand on accélère des électrons comme ça, on modifie la structure du champ électrique, et au final, on a rayonnement d'ondes électromagnétiques. De la même façon, si je prends par exemple deux trous noirs, ils sont très massifs, très compacts, et ils tournent l'un autour de l'autre très vite, eh bien, on a des changements dans le champ gravitationnel local très importants, et ces changements de courbure d'espace-temps vont se propager dans l'espace-temps, et ce sont donc nos ondes gravitationnelles. OK. Donc, quelles sont les sources d'ondes gravitationnelles? Eh bien, j'ai mentionné le fait que l'espace-temps est mou, et c'est vrai, mais il est quand même assez rigide, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller pour pouvoir l'affecter. C'est-à-dire qu'il faut des objets extrêmement massifs, des concentrations de masse extrêmement intenses, concentrer beaucoup de masse dans un tout petit espace, et puis agiter ça vraiment vite, d'accord, accélérer ça à des vitesses proches de celles de la lumière, pour arriver à modifier de manière efficace la structure de l'espace-temps et donc à avoir des ondes gravitationnelles. Et donc il nous faut des phénomènes astrophysiques vraiment énergétiques, vraiment intenses. Par exemple, à la fin de la vie des étoiles massives, vous pouvez avoir des explosions extrêmement violentes qu'on appelle des supernovas. Des étoiles bien plus massives que le Soleil, à la fin de leur vie, se retrouvent à s'effondrer sur elles-mêmes, et puis il y a un cœur qui résiste à la pression, et donc les couches externes viennent rebondir sur ce cœur, et là vous avez accélération d'une grande concentration de masse en une toute petite durée, et ça, c'est potentiellement une source d'onde gravitationnelle prometteuse. Si on a une supernova qui explose dans notre galaxie, on devrait, si les détecteurs sont en route, pouvoir l'observer, si tout va bien. Donc à la fin, après ces explosions d'étoiles massives, très souvent vous vous retrouvez avec au centre un objet qu'on appelle une étoile à neutrons qui est extrêmement dense, extrêmement compacte. Une étoile à neutrons, comme son nom l'indique, c'est essentiellement une étoile composée de neutrons. Donc vous pouvez voir ça un peu comme une gigantesque boule de neutrons autogravitantes. Et ce sont des objets vraiment avec des propriétés physiques extrêmes. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'un dé à coudre de matière d'une étoile à neutrons pèserait autant qu'une montagne sur Terre. Il faut vraiment vous imaginer des astres dont le champ gravitationnel est remarquablement intense. Et donc si vous avez de petites inhomogénéités dans la distribution de la matière, comme l'étoile à neutrons tourne très vite sur elle-même, là vous avez de nouveau accélération d'une grande concentration de masse à des vitesses importantes, et donc émission d'ondes gravitationnelles, qu'on espère voir un jour. Encore mieux, si vous avez deux de ces étoiles à neutrons, et il y a toutes les raisons de penser pour que ces systèmes existent, en fait on en connaît déjà une dizaine, puisque la plupart des étoiles vivent en couple, deux étoiles massives évoluent, chacune fait une supernova, vous vous retrouvez avec deux étoiles à neutrons. Et ces deux étoiles à neutrons, donc, sont très massives, très compactes, elles tournent l'une autour de l'autre, et si elles sont suffisamment proches l'une de l'autre, elles vont tourner très vite. Et donc, vous avez de nouveau une grande concentration de masse, accélérée à des vitesses relativistes, et donc une bonne source d'ondes gravitationnelles. Et enfin, bien sûr, la star des sources d'ondes gravitationnelles, on ne voit pas très bien ici. Bon, c'est vrai que les trous noirs n'émettent pas de lumière, mais normalement, on arrive à discerner deux ombres ici, sur un fond étoilé. Donc c'est un système binaire de trous noirs. Si vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, alors là, vous avez
la source parfaite d'ondes gravitationnelles. Et comme on va le voir, les premières ondes gravitationnelles qu'on a pu détecter, tout récemment, proviennent de systèmes binaires de trous noirs, de couples de trous noirs. Alors, comment détecter ces ondes gravitationnelles? C'est un véritable défi technologique. En fait, les gens ont commencé à essayer de détecter les ondes gravitationnelles dès les années 60. Et les détecteurs qui ont réussi à voir ces ondes pour la première fois sont basés sur une technologie qui a été pensée initialement dans les années 70. Et il a fallu littéralement des centaines de gens qui travaillent pendant des décennies pour arriver à faire les détecteurs, les instruments de mesure les plus précis au monde pour pouvoir mesurer les infimes effets du passage d'une onde gravitationnelle. Donc, quel est l'effet du passage d'une onde gravitationnelle? Eh bien, si vous avez une onde gravitationnelle qui vient traverser le tableau, là, si ça c'est moi, d'accord, et l'onde gravitationnelle vient traverser l'écran, eh bien, son effet, ça va être de m'étirer dans une direction et de m'écraser dans l'autre sens, et ensuite de m'écraser dans la première direction et de m'étirer dans l'autre. Donc ça va faire un truc un peu comme ça, quoi. Et ça se passe extrêmement vite, l'oscillation passe comme ça, et m'étire dans un sens, m'écrase dans l'autre, et ça oscille extrêmement vite. Et c'est effectivement ce qui se passe. On vit dans un monde complètement fou, où il y a des trous noirs, et des ondes gravitationnelles, qui sont en train de passer, et qui effectivement sont en train de faire ça. C'est juste que l'effet est tellement infime qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ça a bel et bien lieu. Et je voudrais vous montrer également une petite vidéo qui vous représente l'effet du passage d'une onde gravitationnelle sur la Terre. Donc vous allez voir des espèces de pulses qui arrivent d'en haut à droite, verts, qui représentent les ondes gravitationnelles, et vous allez voir la Terre qui se déforme sous l'effet du passage de cette onde gravitationnelle. Alors malheureusement, vous voyez à peine les ondes là, elles sont censées arriver d'ici. Voilà, et vous voyez la Terre comme ça qui est écrasée et dans une direction et étirée dans l'autre, et ainsi de suite. Et l'effet est évidemment considérablement exagéré, mais c'est vraiment ce qui se passe. Oups. Alors, un petit peu plus précisément, essayons de voir comment ça marche. Donc imaginons que nous ayons donc une onde gravitationnelle. Une onde gravitationnelle, ça va avoir une certaine amplitude, le petit h ici, qui mesure finalement un peu l'énergie qui est contenue dans l'onde, en fonction du temps, d'accord? Et cette onde gravitationnelle, on va supposer qu'elle est périodique, c'est-à-dire qu'elle se répète identiquement à elle-même au cours du temps. Donc initialement, l'amplitude de l'onde est nulle, puis elle devient très importante, puis elle s'annule de nouveau, très importante, et elle s'annule, et ainsi de suite, et le processus se répète. Ok? Et on va se poser la question, lorsque cette onde passe, comment est-ce que ça va modifier, comment est-ce que ça va interagir avec la matière? Donc on va imaginer qu'on a tout un ensemble de particules qui sont en chute libre, qui sont dans l'espace, comme ça, et qui sont distribuées sous forme d'un cercle, initialement, autour d'une origine. Okay, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc, pas d'onde gravitationnelle initialement, le cercle est un cercle. Et puis, quand l'onde gravitationnelle arrive et qu'elle a son maximum d'amplitude, elle vient écraser le cercle dans un sens et l'étirer dans l'autre, de sorte que le cercle se transforme en ellipse. Puis, lorsque l'amplitude de l'onde est nulle, l'ellipse redevient un cercle. Puis ensuite, on continue. Et là, cette fois-ci, les deux demi-grands axes de l'ellipse sont échangés, et donc la compression se fait dans l'autre sens et l'étirement dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et donc, il faut imaginer que notre cercle oscille comme ça. Et ce qui est vraiment important, c'est de se poser la question, quelle est l'amplitude de cet effet? À quel point l'onde gravitationnelle vient-elle modifier la taille de notre cercle? Et en fait, c'est tout petit. C'est-à-dire que si j'appelle h, disons, en gros, l'amplitude de l'onde gravitationnelle, à quel point elle est grosse, eh bien, on peut montrer que la variation de longueur induite dans mon cercle, c'est-à-dire à quel point mon cercle est transformé en ellipse, est proportionnelle à la taille initiale du cercle et à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des sources astrophysiques, comme deux trous noirs qui se rentrent dedans et qui émettent des ondes gravitationnelles, une fois arrivés sur Terre, l'amplitude des ondes gravitationnelles est toute petite, parce que l'espace est très vaste. Donc vous avez une amplitude de l'ordre de 10 puissance moins 21. Donc c'est vraiment tout petit. Donc maintenant, vous multipliez votre 10 puissance moins 21 par exemple,
1 km. Mettons qu'on ait un cercle de 1 km, d'accord? Qu'est-ce que ça fait 1 km fois 10 puissance moins 21? Ça fait 10 puissance moins 18 mètres. C'est-à-dire un millionième de micromètre. Donc lorsque j'ai initialement un cercle de 1 km de rayon et que l'onde gravitationnelle passe, eh bien la variation induite sur ce cercle de longueur, du fait de l'onde gravitationnelle, c'est un millionième de micromètre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je ne me représente pas du tout ce que c'est. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est un micromètre? C'est la taille d'une bactérie. Okay? C'est déjà bien petit. Et ensuite, un millionième de micromètre, c'est un millionième de la taille d'une bactérie, c'est un centième de la taille d'un atome. Mais on n'est pas encore là. Là, on est en train de dire un millionième du micromètre. Donc c'est un millionième d'un centième de la taille d'un atome. Donc en fait, c'est un millième de fois la taille d'un noyau atomique. OK? Donc c'est vraiment minusculissime. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'en fait, il y a des gens ici, sur Terre, qui ont réussi à construire un instrument de mesure qui est parvenu à mesurer une telle variation de longueur induite par le passage d'une onde gravitationnelle émise par deux trous noirs il y a 1 milliard d'années. Donc c'est assez fou. Mais c'est effectivement ce qui a été fait. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ça? Il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on va réussir à mesurer le passage, enfin une variation de longueur aussi petite. On va le faire avec des détecteurs qu'on appelle des détecteurs interférométriques laser. Laser parce que ça marche avec un laser, et interférométrique parce que c'est basé sur un principe physique qu'on appelle les interférences. Je vais vous expliquer ce que c'est que les interférences. Donc l'idée de ces détecteurs, c'est que vous avez de gigantesques bras comme ça, qui font, que vous pouvez visualiser ici, là, et vous avez un bras ici, puis l'autre bras là, ou encore ici un bras ici, puis un bras là, qui font plusieurs kilomètres de long. Vous avez ici 2 détecteurs aux États-Unis, les détecteurs LIGO, ceux qui ont fait la première détection gravitationnelle, un détecteur franco-italien, Virgo, qui se trouve près de Pise, en Italie, puis un détecteur en Allemagne, GEO, qui lui est un peu plus petit, avec des bras de 600 mètres. Les détecteurs les plus sensibles sont essentiellement les détecteurs LIGO et Virgo, parce que GEO est un peu trop petit, mais on fait plein de choses intéressantes avec quand même. Et donc l'idée, c'est que vous allez avoir une onde gravitationnelle qui va passer comme ça, mettons qu'elle vienne du ciel, et puis on va essayer de mesurer le changement de longueur induit dans les bras de notre détecteur, de notre interféromètre. Donc ça ne va pas être facile. Donc comment on fait? On utilise donc ce principe d'interférence de la lumière laser. Qu'est-ce que c'est qu'une interférence? C'est ce qui fait que parfois vous n'arrivez pas à écouter la radio dans votre voiture lorsque les interférences sont destructives. Celles qui nous intéressent ici sont à gauche les interférences constructives. Imaginez que vous ayez 2 ondes qui ont la même longueur d'onde, okay, puis la même amplitude. Si les maxima de l'une coïncident avec les maxima de l'autre et les minima de l'une coïncident avec les minima de l'autre, alors en fait les 2 ondes vont s'additionner. On dit qu'elles sont en phase. Vous allez vous retrouver avec une onde qui aura une amplitude 2 fois plus grande. On parle donc d'interférence constructive. A l'inverse, si vos 2 ondes sont telles que les maxima de l'une coïncident avec les minima de l'autre, et vice-versa, alors en fait les 2 ondes se compensent, elles s'annulent, elles se détruisent mutuellement. On parle donc d'interférence destructive. Une fois encore, vous pouvez voir ça tout simplement en jetant des cailloux dans une mare. Vous jetez un caillou, vous obtenez un système d'ondes concentriques. Vous jetez un autre caillou, vous obtenez un autre système d'ondes concentriques. Eh bien, les 2 systèmes d'ondes vont se superposer et donner lieu à des interférences que vous pouvez voir ici. Là où vous avez de grands creux en noir et de grandes bosses en clair, vous avez des interférences constructives avec de grandes variations de la hauteur de l'eau. Et là où vous avez des bandes un peu grisées, ce sont les interférences destructives où la hauteur de l'eau en fait est inchangée. OK? Bien, l'idée, ça va être de faire interférer de la lumière avec elle-même dans ces gigantesques bras de taille kilométrique. Donc pour ça, je vais vous jouer une petite vidéo. Mais avant de la démarrer, je voudrais juste vous expliquer le fonctionnement. C'est que vous avez votre laser ici, que vous allez envoyer, puis vous allez séparer le faisceau laser en 2, pouf, il y en a un qui part là, l'autre qui part ici, puis vous avez des miroirs au bout qui vont recombiner la lumière, hop là, et là vous allez avoir donc 2 ondes qui vont venir se superposer et interférer. Alors par exemple, imaginons qu'initialement il n'y a pas d'onde gravitationnelle et l'interférence est destructive. Alors qu'est-ce qui se passe? En sortie ici, vous avez un détecteur de lumière, vous ne voyez rien, interférence destructive. Mais si maintenant l'onde gravitationnelle passe, mettons qu'elle vient d'en haut, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer la longueur des bras. Donc si elle change la longueur des bras, ça veut dire que la lumière va
parcourir une distance un petit peu plus grande dans un bras et puis un petit peu plus courte dans l'autre. Et donc vous avez finalement changé la durée de propagation de la lumière dans votre détecteur, et donc vous allez changer l'interférence, ce qui est montré dans cette petite vidéo, cette animation. Donc voilà la lumière laser, vous voyez, qui est séparée en deux. Donc, source laser, hop, lame semi-réfléchissante. Vous avez votre faisceau laser qui est réfléchi par un miroir ici, qui revient. Il se passe exactement la même chose dans l'autre bras. Tout ça, c'est recombiné. Et là, on va avoir des interférences destructives. Donc, on n'observe aucune lumière. Mais si maintenant une onde gravitationnelle passe, elle va venir modifier la distance dans ces bras d'une toute petite fraction de mètres, de 10 puissance moins 18 mètres. Et vous avez donc une modification de la figure d'interférence, et vous voyez du coup de la lumière, puis plus de lumière, etc. Et c'est comme ça que vous arrivez finalement à détecter le passage de votre onde gravitationnelle. Alors évidemment, ici, c'est juste le principe de fonctionnement très simplifié. En réalité, ces détecteurs, comme je l'ai mentionné, on a commencé à y réfléchir dans les années 70, ils sont beaucoup plus sophistiqués que ça. Il y a tout un tas d'astuces pour rendre la mesure précise, et c'est un vrai défi d'arriver à un niveau de sensibilité qui vous permet de mesurer un millionième de micromètre, parce qu'il y a tout un tas de sources de bruit, en fait, de choses qui vous embêtent. Si vous avez un avion qui décolle à côté, vous allez le voir dans votre détecteur. Si vous avez la Lune qui se rapproche un peu, les marées qui changent, vous allez le voir dans votre détecteur. Bon, ça, vous comprenez, donc vous pouvez l'enlever. Mais il y a tout un tas de tout petits phénomènes qui vont vous embêter, parce que votre détecteur est tellement sensible qu'il voit tout ce qui se passe autour de vous. Il peut détecter, évidemment, des ondes sismiques qui se propagent dans la Terre. Donc pour ça, vous essayez d'isoler autant que possible vos miroirs, etc., pour avoir un instrument aussi isolé que possible de toutes les sources de bruit et n'être sensible finalement autant que possible qu'à des ondes gravitationnelles qui viennent du ciel. Donc voilà comment ça marche, les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé le 14 septembre dernier. Qu'est-ce qu'on a vu avec ces détecteurs d'ondes gravitationnelles? On va voir qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre, spiralement, et qui ont fini par fusionner pour ne faire qu'un seul trou noir. Donc on avait nos deux détecteurs, LIGO aux États-Unis. Donc vous voyez ici déjà le schéma est un tout petit peu plus compliqué. Vous retrouvez le laser, les miroirs au bout ici, de quoi détecter la lumière, mais il y a déjà des composants supplémentaires. Et ça encore, c'est la version toujours très simplifiée. Mais en gros, ça marche comme ça. Et vous avez deux détecteurs, donc un à Livingston, donc c'est dans l'État de Louisiane, et puis un autre à Hanford, dans l'État de Washington, et ils sont aussi loin que possible aux États-Unis, dans des endroits assez calmes, et la lumière met en gros 10 millisecondes pour parcourir la distance qui les sépare, 3000 km. Donc ces deux détecteurs, en fait, ils ont pris des données, ils ont cherché à avoir des ondes gravitationnelles au cours de la décennie précédente, et ils n'ont rien vu, mais on s'y attendait parce qu'ils n'étaient pas suffisamment sensibles. Donc l'idée, c'est ensuite de dire, OK, on va les améliorer, on va mettre des composants de meilleure qualité, des lasers plus puissants, etc., pour arriver à être plus sensibles, pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir voir plus de sources. Et donc, ils ont réussi à améliorer leur détecteur en le rendant 3 fois plus sensible, ce qui signifie qu'ils peuvent voir des ondes émises par des sources 3 fois plus loin. Et si vous pouvez voir 3 fois plus loin, ça veut dire que vous avez accès à un volume d'univers beaucoup plus vaste. Parce que le volume va comme le cube de la taille, donc vous avez 3 fois 3 fois 3, vous avez un volume d'observation 27 fois plus grand. Et donc ça veut dire que le nombre d'événements que vous pouvez potentiellement voir chaque année est 27 fois plus élevé. Et donc avec ces détecteurs un petit peu améliorés, et on continue de les améliorer, on va faire beaucoup mieux que ça encore, eh bien, ils ont commencé à faire des observations. Et à peine quelques jours, disons, après le tout début de la campagne officielle d'observation, en fait, dans la pratique, c'était quelques jours avant que ça ne soit la campagne officielle d'observation, ils ont vu quelque chose qui ressemblait beaucoup à une onde gravitationnelle. Donc laissez-moi vous expliquer ce qu'on voit ici. Vous avez à gauche ce qu'on a vu dans le détecteur à Hanford, et à droite ce qu'on a vu dans le détecteur à Livingston.
vous avez ici l'amplitude du signal. Alors vous voyez 10 puissance moins 21, c'est en gros ce que je vous disais, c'est le tout petit effet de l'onde gravitationnelle. Vous multipliez ça par la taille du kilomètre, ça vous donne la taille du détecteur, ça vous donne le changement de longueur. Et ici, vous avez la durée du signal. Alors vous voyez que ça dure en gros 2 dixièmes de seconde. C'est extrêmement court. Ça a duré moins d'une seconde, et vous voyez ici le signal, en fait. Vous voyez quelques oscillations, pof, 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 une oscillation, une autre oscillation, une troisième, ainsi de suite, et puis ça se calme et ça s'arrête. Et ce qui est extrêmement important, c'est que l'autre détecteur a vu exactement la même chose, mais 7 millisecondes plus tard. En fait, le temps qu'il a fallu à l'onde gravitationnelle pour aller d'un détecteur à l'autre. Vous prenez une observation, vous le décalez de 7 millisecondes, vous le superposez à l'autre observation et vous obtenez une très belle superposition d'oscillations. Alors, ce n'est pas aussi joli que des belles photos astronomiques, mais si vous êtes quelqu'un qui avait travaillé sur le sujet pendant des décennies, vous vous dites mais c'est fantastique, c'est sûr, c'est non gravitationnel. Et en fait, vous pouvez modéliser précisément le signal, ce qui est représenté ici, émis par une source. Et si vous soustrayez ça à ce qui a été vu dans le détecteur, vous obtenez quelque chose qui est en bas ici, qui correspond à que du bruit. Alors ça n'a peut-être pas l'air super convaincant ici, mais évidemment, les 1000 personnes de la collaboration qui ont envie d'annoncer qu'ils ont vu quelque chose, ils prennent beaucoup de précautions, et ils font des analyses statistiques extrêmement poussées, et ils peuvent vous dire avec certitude que la probabilité que ce ne soit pas une onde gravitationnelle émise par une source cosmique est inférieure à une chance sur 50 millions. Ou qu'il faudrait attendre en moyenne plus de 200 000 ans pour que, juste par chance, des fluctuations comme ça de bruit dans les deux détecteurs parviennent à reproduire un schéma comme ça qui correspond parfaitement à une onde gravitationnelle. Donc dit autrement, on est absolument certain que nous avons vu une onde gravitationnelle d'origine cosmique et non pas un bruit mal compris dans les détecteurs. Donc il s'agit véritablement de la première détection d'ondes gravitationnelles effectuée par l'homme. Et ce qui est vraiment très sympathique avec ces ondes gravitationnelles, qui ont en fait une fréquence audible, c'est que du coup, on peut transformer le signal d'onde gravitationnelle en signal audio. Une onde gravitationnelle n'est pas une onde sonore, mais vous pouvez parfaitement prendre l'onde gravitationnelle et la transformer en signal audio, et puis l'écouter. Parce qu'en fait, la fréquence ici varie entre quelques 30 Hz et quelques centaines de Hz, et c'est parfaitement dans la bande audible. Et donc c'est ce que je vais vous jouer maintenant. Et ce que vous allez entendre, c'est véritablement le champ de signes de deux trous noirs qui se rentrent dedans et qui font un seul trou noir. Alors vous allez entendre quelque chose qui ressemble un peu à un battement de cœur qui va être répété 2 fois. Et en fait, c'est à assez basse fréquence. Vous voyez, c'est entre 30 et quelques centaines de Hertz. Donc ça sonne assez grave pour nous. Et on n'entend pas très bien la structure. Donc d'abord, vous allez entendre cette espèce de battement de cœur. Et ensuite, vous allez avoir le même son qui va être décalé en fréquence à la plus haute fréquence, où nos oreilles sont plus sensibles, de façon à mieux entendre la forme caractéristique du signal. Donc voilà ce que je vais vous jouer. Donc ça, c'est les battements de cœur. Et là, le changement de fréquence. Et donc, en fait, ce que vous êtes censé entendre, c'est quelque chose comme... Pardon. C'est un gazouillement, c'est un signal dont la fréquence et l'amplitude augmentent au cours du temps. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et qui finissent par se rentrer dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc de nouveau, nous avons ici notre onde gravitationnelle. Et puis au-dessus, vous voyez en fait ce qui s'est passé. Donc vous avez deux trous noirs, dont on va voir en fait qu'ils font à peu près 30 masses solaires chacun. Donc ces deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Okay ? Donc on a une grande concentration de masse dans un petit espace, et tout ça, ça tourne très vite. En fait, initialement, la fréquence est de 30 Hz, l'onde gravitationnelle, donc ça veut dire que les deux trous noirs, ils tournent 15 fois par seconde l'un autour de l'autre. Okay ? 30 masses solaires. Hein ? 30 masses solaires pour un trou noir, un deuxième trou noir, 30 masses solaires. Un trou noir de 30 masses solaires, ça mesure en gros 100 km. Donc ça veut dire que ça tient dans le Gers. Et vous en prenez deux comme ça, vous mettez 60 fois la masse du Soleil dans un espace de 2 fois la taille du Gers, et vous les faites tourner l'un autour de l'autre
15 fois par seconde. Donc clairement, c'est une très bonne source d'ondes gravitationnelles, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et du fait que ces deux trous noirs qui tournent super vite l'un autour de l'autre émettent des ondes gravitationnelles, eh bien, ils perdent de l'énergie, parce que les ondes gravitationnelles, elles prennent de l'énergie avec elles. Du coup, ils se rapprochent progressivement. Ils spiralent l'un vers l'autre. Et comme ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre. Et donc la fréquence des ondes gravitationnelles augmente avec le temps. Et en plus, comme ils sont de plus en plus proches l'un de l'autre, l'intensité du champ gravitationnel est de plus en plus intense. Donc ça veut dire que l'amplitude des ondes gravitationnelles émises est de plus en plus intense. C'est pour ça que vous avez cette forme caractéristique du signal avec une augmentation de la fréquence et de l'amplitude au cours du temps. Ce qui a fait ce que je vous ai fait écouter juste avant. Puis au bout d'un moment, nos deux trous noirs, ils finissent par fusionner. Comme je l'ai mentionné, deux bulles de savon qui fusionnent pour ne faire qu'une seule bulle de savon. Et bien nos deux trous noirs de 30 masses solaires fusionnent pour faire un trou noir qui fait en gros 60 fois la masse du Soleil. Et ce trou noir, il est un peu déformé, un peu excité, et ce qu'il souhaite faire, c'est se désexciter, arriver à un état d'équilibre tranquille, de trou noir peinard. Et donc ce qu'il va faire, c'est émettre une dernière bouffée d'ondes gravitationnelles, que vous pouvez voir ici, hop là, pour arriver à finalement plus aucun signal. Et là, votre processus est terminé. La vitesse orbitale de ces deux trous noirs, juste avant qu'ils ne fusionnent, est de l'ordre de à peu près la moitié de la vitesse de la lumière. D'accord? Donc de nouveau, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter une seconde et de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris 30 fois la masse du Soleil qu'on a compressé dans en gros 100 km de rayon, et puis on a fait ça 2 fois, puis on les a mis l'un autour de l'autre, et puis ils ont tourné l'un autour de l'autre quasiment à la vitesse de la lumière, et au moment où ils ont fusionné, ils ont émis plus d'énergie chaque seconde, par unité de temps, 50 fois plus d'énergie par unité de temps. La puissance de cet événement était plus de 50 fois plus grande que la puissance lumineuse de toutes les étoiles dans l'univers observable. C'est l'événement le plus énergétique, le plus puissant qui ait jamais été observé par l'humanité. C'est quelque chose d'absolument dingue. Et je ne sais pas ce qui est le plus dingue. Est-ce que c'est le fait qu'on ait réussi à détecter ce signal ou le fait que ça a vraiment lieu et qu'en fait ça a lieu tout le temps dans notre univers? Donc voilà, on avait deux trous noirs. En fait, plus précisément, si vous analysez la forme de l'onde gravitationnelle, vous pouvez voir que l'un fait 29 masses solaires et l'autre 36, plus ou moins 5 masses solaires, il y a toujours des petites barres d'erreur. Ils fusionnent et font un seul trou noir de 62 masses solaires. Tout va bien. Non? Et il manque quelque chose, ouais. Il manque 3 masses solaires, ouais. Il y a un petit problème là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On avait initialement 65 masses solaires, et puis à la fin on n'a plus que 62 masses solaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 masses solaires qui ont littéralement été rayonnées sous forme d'énergie en ondes gravitationnelles. Conservation de l'énergie, E égale mc2. Donc imaginez, vous prenez le Soleil, le Soleil, 10 puissance 30 masse solaire, 10 puissance 30 kg, 1 million de fois la masse de la Terre, et puis vous le convertissez en pure énergie, sous forme gravitationnelle. Et puis vous faites ça encore 2 fois. C'est exactement ce qui s'est passé. 3 masses solaires converties en énergie pure, rayonnée sous forme gravitationnelle. Le Soleil, toute la lumière qui nous émet, qu'on reçoit pendant des milliards d'années, il convertit une toute petite fraction de son énergie de masse pendant 8 milliards d'années. Et là, c'est littéralement toute la masse de 3 soleils qui a été convertie en ondes gravitationnelles. Là encore, c'est absolument incroyable. Et pourtant, c'est vrai, et on l'a mesuré, et tout est cohérent. Et la théorie explique tout ça parfaitement. C'est vraiment fou. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment est-ce que les astrophysiciens parviennent à déduire toutes ces informations de l'onde gravitationnelle, je fais un petit peu de pub pour le cours Fil rouge que je ferai mardi matin. J'essaierai d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à mesurer ces masses ici, grâce donc à la théorie de la relativité d'Einstein, sans entrer trop dans les équations. Alors, pourquoi est-ce que c'est un événement historique? C'est un événement historique à de nombreux égards. Premièrement, c'est la première confirmation expérimentale, la première preuve directe
de l'existence des ondes gravitationnelles. Quand on dit direct, il est sous-entendu que ça veut dire qu'en gros, on a fait la mesure sur Terre. Hein. On a notre détecteur sur Terre, on comprend bien tout ce qui se passe. L'onde est arrivée et on a vu son effet sur notre détecteur. Ces ondes ont été prédites, leur existence a été prédite il y a 100 ans précisément, et là, on a fini par les voir pour la première fois. Einstein lui-même pensait que jamais on ne les verra. Il l'écrit d'ailleurs noir sur blanc dans son article quand il fait la prédiction. Il y aura, c'est trop faible, on ne verra jamais ça. Heureusement, il avait tort. De manière encore plus importante, je pense, c'est que c'est la preuve la plus convaincante, la plus robuste de l'existence des trous noirs dans notre univers. En fait, on avait de nombreux indices observationnels de l'existence des trous noirs, mais ils étaient tous indirects au sens où ces indices venaient de lumière émise, ou de rayons X, gamma, etc., émises par de la matière qui tombe dans les trous noirs. Mais là, il n'y a pas de matière, il y a juste deux trous noirs, pas de lumière, rien du tout. Et c'est un phénomène purement gravitationnel qu'on ne peut expliquer que si deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre et ont fini par fusionner. C'est vraiment la façon la plus directe de prouver, enfin, je vais vous présenter une façon encore plus convaincante juste après, mais là, c'est déjà vraiment, moi je doute plus que 0,001% de l'existence des trous noirs. C'est également la découverte du premier système binaire de trous noirs. On ne savait pas si les trous noirs, effectivement, existaient en couple ou pas. Maintenant, on sait. Et comme on en a vu un, et vous allez voir en fait plusieurs, on pense qu'il y en a beaucoup des couples de trous noirs. Et pour les astrophysiciens, voir qu'il y a des trous noirs de 30 masses solaires qui se tournent l'un autour de l'autre, c'était une très grosse surprise. On s'attendait plutôt à des trous noirs de peut-être 10 masses solaires, ce qu'on connaît déjà, mais ce n'est pas tout à fait évident d'expliquer comment on fait pour avoir des couples de deux trous noirs de 30 masses solaires. Donc déjà, rien qu'avec une détection, on arrive à titiller un petit peu nos collègues qui doivent se dire bon, ok, comment est-ce que c'est possible que ce genre de choses existent. Et enfin, c'est un test extrêmement important de la théorie de la relativité générale qu'on appelle un test de champ fort. C'est-à-dire que dans le système solaire, ok, le Soleil courbe l'espace-temps dans son voisinage, mais très peu, parce qu'il n'est pas très compact. Il fait une masse solaire dans un grand volume, et donc l'espace-temps est courbé, mais pas beaucoup. On appelle ça champ faible. Lorsque vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, vous ne pouvez pas imaginer un champ plus fort que ça. Et donc là, vous testez littéralement votre théorie dans un régime qui n'a jamais été exploré auparavant. Et donc c'est vraiment une façon de vérifier si cette théorie de la relativité générale fonctionne aussi bien qu'on le pense, même dans ces cas extrêmes ou pas. Et apparemment, pour l'instant, elle fonctionne très très bien. Alors, je voudrais vous montrer à quoi ressemble la coalescence de ces deux trous noirs si vous pouviez l'observer. Mettons que vous êtes juste au-dessus du plan orbital et vous regardez vos deux trous noirs. Bon, là, je crains que du coup, vous ne voyez pas très bien, parce que le contraste n'est pas très bon. Donc, il faut imaginer que vous avez donc, vos deux trous noirs ici. Oups. Un là, et puis ils tournent l'un autour de l'autre. Ah, il n'y a presque plus de batterie. Et donc, ils tournent l'un autour de l'autre. Et vous allez voir qu'il y a la lumière qui semble être un petit peu déformée des étoiles. En fait, ce sont des effets de mirage gravitationnel dû au fait que le trou noir courbe l'espace-temps très intensément dans son voisinage. Merci. Et évidemment, un trou noir, c'est noir, ça n'émet pas de lumière. Donc la seule chose que vous puissiez voir, c'est son ombre sur un fond étoilé. Et donc ce que vous allez voir, c'est voilà, ces deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Puis en fait, ils se rapprochent doucement. Vous voyez combien il modifie la trajectoire des rayons lumineux, ce qui rend les choses assez difficiles à interpréter. Mais vous voyez quand même qu'ils se rapprochent doucement, et puis là, ils vont finir par hop là, se rentrer dedans, et voilà, fusionner et ne faire qu'un trou noir. Et là, vous avez un seul trou noir. Ça, c'est tout à fait réaliste. Hein. C'est une simulation qui vous montre exactement ce que vous verriez si vous étiez à proximité. Et finalement, c'est assez décevant. Enfin, il ne se passe pas grand-chose, quoi. C'est pas très excitant. Et la raison pour laquelle c'est pas très excitant, c'est parce que les trous noirs, ils sont noirs, donc il n'y a rien à voir avec de la lumière. Il vous faut un autre sens pour percevoir la magie de ce qui se passe ici. Il vous faut finalement un sens qui vous permet de percevoir les ondes gravitationnelles. Alors malheureusement, la nature ne nous a pas dotés de détecteurs d'ondes gravitationnelles naturels, mais vous pouvez quand même faire une petite simulation numérique. Voilà, donc vous avez de nouveau vos deux trous noirs, ici, et puis vous avez représenté en code couleur la déformation de l'espace-temps
dû à cause de ces deux trous noirs, et puis les ondes gravitationnelles qui sont rayonnées. Et puis en bas, vous avez la forme de l'onde, vous voyez, qui ressemble à ce que je vous ai montré, sauf qu'on commence beaucoup plus tôt. Les détecteurs LIGO ont vu en gros la fin, les dernières orbites, la fusion et la désexcitation du trou noir. Donc vous voyez vos deux trous noirs, ils tournent l'un autour de l'autre, ils émettent ces ondes gravitationnelles, et puis au fur et à mesure que le temps s'écoule, ils se rapprochent, l'amplitude des ondes va augmenter, la fréquence des ondes va augmenter, ce qui est illustré ici par la hauteur des vagues. Vous voyez, la hauteur des vagues augmente, les deux trous noirs se rapprochent, et il va finir par hop, là, fusionner et émettre une dernière bouffée d'ondes, et vous vous retrouvez avec un seul trou noir. Et c'est là qu'est passée toute l'énergie. C'est là qu'ont été rayonnés 3 fois la masse du Soleil. Alors on va terminer avec l'astronomie gravitationnelle dans les décennies à venir. À quoi s'attendre maintenant? Pour commencer, les détecteurs LIGO qui ont observé, pris des données pendant plusieurs mois, n'ont pas vu un seul signal. En fait, ils en ont vu 3. Donc on a déjà discuté du premier signal qui s'appelle GW150914 parce qu'il a été observé le 14 septembre 2015, et GW ça veut dire Gravitational Wave, onde gravitationnelle en anglais. Mais en fait, le 26 décembre 2015, Mère Nature a été très gentille, elle nous a envoyé un petit cadeau de Noël avec un jour de retard, à savoir une autre détection d'un autre couple de trous noirs qui ont fusionné. Cette fois-ci avec des masses beaucoup plus petites, de l'ordre de 7 masses solaires et 14 masses solaires. Donc la masse totale du système est 3 fois plus faible. Et ça signifie que l'amplitude de l'onde était beaucoup plus faible, ce que vous pouvez voir ici d'ailleurs. Hein. Le pic est beaucoup plus petit ici qu'ici. Mais on a pu observer beaucoup plus de cycles. Et on a pu voir ces deux trous noirs tourner l'un autour de l'autre pendant plus d'1 seconde avant qu'ils se rendent dedans. Et puis il y a un troisième événement qu'on n'appelle pas GW, mais LVT, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr si c'est une onde gravitationnelle. L'amplitude n'est pas suffisamment grande, et donc quand on fait une analyse statistique, on en conclut qu'il y a 96 chances sur 100 pour que cet événement ait pour origine la fusion de deux trous noirs de 13 masses solaires et 23 masses solaires. Bon, après, c'est à vous de décider si 96 chances sur 100, ça veut dire qu'effectivement on l'a vu ou on ne l'a pas vu. Mais il y en a au moins 2 certains. Donc en l'espace de 3-4 mois, on a vu 3 événements, avec des détecteurs dont la sensibilité a été améliorée d'un facteur 3 par rapport aux détecteurs de première génération. L'objectif, d'ici la fin de la décennie, c'est d'améliorer encore d'un facteur 3. Donc si vous avez des détecteurs qui sont 3 fois plus sensibles qu'ils ne l'étaient là, ça veut dire que de nouveau vous voyez un volume d'univers 3 fois 3 fois 3, 27 fois plus grand, donc vous voyez en gros 30 fois plus d'événements chaque année, et donc ça veut dire qu'au lieu de voir un événement par mois, vous allez voir un événement par an. Donc ça veut dire que d'ici 2020, quand on aura donc les détecteurs qui seront avec cette sensibilité nominale projetée, eh bien on verra plusieurs centaines d'événements par an, en tout cas plusieurs centaines de coalescences de couples de trous noirs. Les détecteurs existants, donc ce sont les détecteurs LIGO, d'accord ? Le détecteur Virgo qui va recommencer à faire des observations, si tout se passe bien, à la fin de l'année, avec une sensibilité très proche des détecteurs LIGO qui ont fait ces détections. Donc là, on va avoir 3 détecteurs fonctionnels et sensibles. Géo marche aussi, mais il est moins sensible. Il y a un des détecteurs LIGO qui va être envoyé en Inde. Et finalement, les Japonais construisent un détecteur Kagra, qui est un détecteur qui sera aussi sensible que les détecteurs américains et le détecteur franco-italien. Et donc voilà, d'ici la fin de la décennie, on aura un véritable réseau mondial d'antennes gravitationnelles qui vont nous permettre de voir des centaines d'événements par an. Et on espère voir autre chose que des couples de trous noirs. On espère voir des coalescences d'étoiles à neutrons, on espère voir des étoiles à neutrons isolées qui tournent sur elles-mêmes, qui émettent des ondes très régulières, et encore plus intéressant, on espère voir des choses auxquelles on n'a même pas pensé. Mais clairement, voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas de dire les ondes gravitationnelles existent, on est content, on a vu des trous noirs. Maintenant, on va faire vraiment de l'astronomie gravitationnelle. De même qu'on pointe des télescopes pour observer des phénomènes, ici, on ne peut pas pointer nos antennes. Elles perçoivent des ondes qui viennent d'un peu partout. Mais en en ayant plusieurs, on arrive à remonter à la direction des sources et on en arrive du coup à déduire tout un tas de choses sur les trous noirs, les étoiles à neutrons et toutes les sources d'ondes gravitationnelles. Mais à mon sens, le plus excitant, ce n'est pas
ça, ou le fait qu'on prévoit d'avoir des détecteurs de troisième génération, comme le projet Einstein Telescope à l'étude. C'est super, mais tout ça, bon, c'est sur Terre. Et sur Terre, il y a le bruit sismique, et le bruit sismique nous empêche de voir des ondes dont la fréquence est plus basse que quelques hertz ou 10 hertz. Et donc, on est un peu limité dans le genre de source qu'on peut observer. Moi, ce qui m'excite le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est le projet européen d'avoir un observatoire non gravitationnel dans l'espace, qui s'appelle ELISA. Là, l'idée, c'est d'avoir de nouveau une espèce de gigantesque interféromètre avec les bras, là, qui sont montrés ici. Sauf que cette fois-ci, les bras font en gros 1 million de kilomètres. D'accord ? Donc c'est vraiment un très très gros interféromètre. Évidemment, on met ça dans l'espace parce qu'on n'a pas la place sur Terre. Et l'avantage, quand vous êtes dans l'espace, c'est que vous n'avez pas de bruit sismique. Et donc vous pouvez regarder des ondes gravitationnelles qui sont dans une bande de fréquences tout à fait différente, à beaucoup plus basse fréquence. Et donc nos trois vaisseaux ici, nos 3 satellites qui font une antenne gravitationnelle, eh bien on va les mettre derrière la Terre, sur l'orbite terrestre. Et donc ça ressemblera à ça, hein, voilà, la trajectoire d'un de ces vaisseaux, d'un de ces satellites. Puis il y en a 3. Et puis grâce à ça, et si ça a lieu, et ça devrait avoir lieu, malheureusement d'ici 2030, 2035, donc il va encore falloir patienter un petit peu, ça prend toujours un peu de temps les missions spatiales, mais c'est à l'étude. Eh bien, d'ici 2030, 2035, on aura cet observatoire non gravitationnel dans l'espace qui va nous permettre d'observer des sources très différentes. En particulier, elle va nous permettre de regarder des couples de naines blanches. Les naines blanches sont des cadavres stellaires, des résidus d'évolution d'étoiles comme le Soleil. Et lorsque vous avez 2 de ces naines blanches suffisamment proches, eh bien, elles vont émettre des ondes gravitationnelles essentiellement monochromatiques, ça veut dire avec une seule fréquence, c'est un peu comme un diapason. Donc ELISA va nous permettre d'écouter quelque part une espèce de symphonie cosmique avec tout plein de sons qui viennent de tout plein de sources différentes. Et les sources les plus ennuyeuses ou les plus simples, ce sont les binaires de naines blanches qui émettent, vous voyez, des ondes gravitationnelles très régulières, une seule fréquence. On va en voir des dizaines de milliers, des comme ça. Après, il y a les systèmes binaires de trous noirs supermassifs. Donc là, on ne parle plus de 30 masses solaires, on parle de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 masses solaires. Des monstres cosmiques qui vivent au centre des galaxies. On sait que la plupart des galaxies massives ont des trous noirs supermassifs en leur sein. On sait que les galaxies fusionnent au cours de l'évolution cosmique. Donc on a toutes les raisons de penser que les trous noirs supermassifs, eux aussi, finissent par fusionner et faire des trous noirs encore plus gros. Et la forme des ondes ressemble beaucoup à ce que vous avez vu, parce qu'effectivement, ce sont 2 trous noirs, donc finalement, ce n'est pas si différent, sauf que l'amplitude est beaucoup plus grande. Parce que là, vous avez 10 puissance 6 ou 10 puissance 9 masses solaires. Donc ça veut dire que l'amplitude des ondes est très grande, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir voir ces événements, ces coalescences de trous noirs supermassifs, jusqu'à des distances beaucoup plus éloignées. Essentiellement, remonter quasiment jusqu'au début de l'histoire de l'humanité, de l'univers. Puis vous avez également ces sources qui sont en fait un peu mes favorites, je vais vous dire pourquoi après, celles que j'étudie personnellement, qu'on appelle les systèmes binaires à rapport de masse extrême. Donc là, vous avez une espèce de représentation de la courbure de l'espace-temps d'un trou noir supermassif. Ici, vous voyez, ça courbe beaucoup. Et puis, autour, vous avez un petit gars, là, une étoile à neutrons, ou un trou noir de 10 ou 30 masses solaires qui tourne autour. Et la forme des ondes gravitationnelles émises va être beaucoup plus complexe. Là, ça commence à ressembler à de la musique intéressante. Et comme je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, ça va nous permettre de faire de la science extrêmement intéressante. Et puis finalement, il y a l'espoir de pouvoir détecter des ondes gravitationnelles qui auraient été émises une fraction de seconde après le Big Bang. Ce qu'on appelle un fond stochastique d'ondes gravitationnelles qui aura été émis pendant une période qu'on appelle l'inflation, au cours de laquelle la taille de l'univers aurait cru exponentiellement pendant un temps extrêmement court. Et on pense qu'au cours de cette phase d'inflation, on pense qu'elle a eu lieu, et on pense que des ondes gravitationnelles ont été émises, et on va essayer de les voir avec ELISA. Et si on y arrive, ça va nous donner des informations extrêmement importantes sur les conditions physiques qui régissaient l'univers, les lois de l'univers, très très peu de temps après le Big Bang. Donc ça, on ne peut pas le faire, ou en tout cas c'est très difficile, avec les détecteurs terrestres, alors qu'avec ELISA, on aurait en principe plus de chances. Bon, je vous ai déjà parlé de fusion de trous noirs supermassifs.
Voilà, il y a plein de galaxies, elles fusionnent, elles ont des trous noirs, les trous noirs fusionnent. Donc, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que finalement, ça va nous permettre d'explorer du coup la croissance de ces trous noirs et l'évolution de ces galaxies au cours du temps. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on ne sait pas très bien comment se forment les trous noirs supermassifs. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'au bout d'un moment, bon, ils sont là, ils sont gros, ils fusionnent, mais quand on se pose la question de quelle était la petite graine à l'origine de ce gros trou noir, on a tout un tas d'hypothèses, de théories, et on n'arrive pas à trancher. Et avec ELISA, on va réussir à voir essentiellement toutes les coalescences de trous noirs, et donc on pourra comme ça éliminer certains scénarios et mieux comprendre quelle est l'origine de ces trous noirs supermassifs. Donc ça, c'est de la science très, très intéressante. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, moi, c'est ces binaires avec des grands rapports de masse. Quand vous avez une étoile à neutrons ou un trou noir de masse stellaire qui tourne autour d'un trou noir supermassif. Et donc, je vais vous parler de ça maintenant. Donc pour ça, je vais faire un tout petit raccourci, vous parler de géodésie. Donc la géodésie, c'est la science dont l'objet d'étude est de mesurer en gros la forme de la Terre. Okay. Comment est-ce qu'on fait de la géodésie aujourd'hui? Bien, on envoie des satellites autour de la Terre, et puis on regarde leur orbite, puis on communique avec ces satellites, et du fait que ces satellites tombent dans le potentiel gravitationnel de la Terre, dans le champ gravitationnel de la Terre, eh bien on en arrive finalement à déduire la forme de la Terre, ce qu'on appelle la géoïde. Ici, vous avez une représentation de la géoïde, avec des trous, ici, puis des bosses, trous en bleu, bosses en rouge, avec une échelle qui est déformée, hein, évidemment, pour que vous voyez mieux les effets. Mais donc voilà, en envoyant finalement un satellite autour de la Terre, comme ça, on arrive, en suivant le mouvement du satellite, à en déduire autour de quoi on est en train de tourner. Quelle est la forme de l'objet autour duquel on tourne? Eh bien, on va pouvoir faire exactement la même chose avec ELISA. L'idée, c'est d'avoir un trou noir supermassif, mettons au cœur d'une galaxie, et puis un petit trou noir. Et le mouvement de ce petit trou noir autour du trou noir supermassif est extrêmement complexe. Là, vous avez une illustration de ce à quoi ça ressemble. Vous avez vraiment, ça part dans tous les sens. C'est extrêmement compliqué. Ça émet des ondes gravitationnelles avec une structure extrêmement riche. Et si vous arrivez à mesurer ces ondes gravitationnelles, à les détecter avec ELISA, eh bien, vous allez pouvoir en déduire quel était le mouvement du petit corps autour du trou noir supermassif, et ainsi avoir tout un tas d'informations sur l'objet central, sur la forme, finalement, du trou noir supermassif. Pas juste mesurer sa masse et la vitesse à laquelle il tourne sur lui-même, mais beaucoup plus d'informations. Donc je vais vous jouer une petite vidéo qui vous montre l'évolution d'un tel système, et puis vous allez de nouveau entendre les ondes gravitationnelles émises, où cette fois-ci, une fois encore, on change la fréquence. Parce que là, pour le coup, les ondes gravitationnelles, elles sont émises à 10-3 Hz ou 10-2 Hz. On ne peut pas entendre des ondes sonores à 1/100 de Hertz. Donc on les a poussées à plus haute fréquence pour pouvoir entendre. Et vous allez entendre qu'il y a une structure extrêmement riche. Donc ELISA va observer l'évolution de ce système pendant essentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin vraiment pendant longtemps. Là, vous voyez, on est à 114 jours avant la fusion, et la vitesse orbitale du petit corps autour du trou noir supermassif, c'est de l'ordre de 1/3 de la vitesse de la lumière. Okay. La grosse flèche, ici, ça représente la direction du spin du trou noir, c'est-à-dire en gros la direction qui vous dit dans quel sens il tourne sur lui-même. Donc vous voyez, la structure de l'orbite est extrêmement compliquée. Donc vous entendez ce son, en fait c'est une onde gravitationnelle qu'on détecte, il y a tout un tas d'informations, et ça va vous renseigner sur l'évolution du système, et le système qui est au centre, le trou noir qui est au centre. Là, écoutez bien. Vous entendez une forme de structure ici, des résonances, en fait, dans le mouvement, quand deux fréquences sont dans un rapport entier, et donc vous vous retrouvez avec une orbite qui a une très jolie forme géométrique ici. Et donc, voilà, au fur et à mesure de l'évolution du système, les ondes gravitationnelles sont émises, on espère les détecter, et donc les deux corps se rapprochent, et on va voir que le petit corps, ici, va finir par fusionner avec le grand corps. C'est exactement comme les deux trous noirs qu'on a vus avant, sauf que là, le rapport de masse est beaucoup plus extrême. Donc on en est à 2 mois avant la fusion, avant la coalescence, puis on va finir. Le trou noir ne grossit pas, hein, c'est juste qu'on zoome parce que la taille de l'orbite se rétrécit.
Alors, clairement, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire avec LISA qui sont vraiment très excitantes. Mais en ce qui me concerne, ce qui est tout aussi excitant, en fait, c'est que c'est l'opportunité parfaite pour forger un néologisme, à savoir que, par analogie avec la géodésie, j'ai envie de proposer qu'on appelle ça la botrioméladésie, du grec, pour trou ou cavité, et noir, c'est-à-dire la science de l'étude de la forme des trous noirs. Donc la botrioméladésie va nous permettre d'étudier en détail la structure de l'espace-temps autour de trous noirs supermassifs. Et en particulier, ça va nous permettre de tester un théorème très important en relativité générale qui s'appelle le théorème de calvitie des trous noirs. Alors c'est un drôle de nom. Pourquoi est-ce que les trous noirs n'ont pas de cheveux? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est que les trous noirs sont extrêmement... Ils ne sont pas juste dégarnis, enfin si, ils sont dégarnis d'informations. Ils sont dégarnis d'informations, c'est-à-dire que pour caractériser un trou noir, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de connaître sa masse et son spin. Le spin, en gros, ça vous dit à quelle vitesse ils tournent sur eux-mêmes, les trous noirs. Et ça, c'est assez incroyable, une fois encore, parce que je suis en train de vous dire que là, c'est un objet macroscopique, un trou noir, c'est gros, c'est macroscopique, qui est parfaitement décrit par juste deux nombres. OK? Vous me donnez la masse et le spin d'un trou noir, je peux vous dire tout ce qu'il y a à savoir à son sujet, s'il est isolé, en équilibre, tranquille. C'est pour ça qu'on dit que les trous noirs n'ont pas de cheveux. Et donc ça, c'est un théorème en relativité générale. Et c'est assez incroyable, parce que c'est un peu comme si je vous disais, je ne sais pas moi, je vous donne ma taille et mon âge, et puis vous pouvez en déduire toutes les informations pertinentes à mon sujet, mon poids, mes goûts littéraires et musicaux, ma marque de shampoing. Et clairement, ce n'est pas possible. Les objets macroscopiques, ils sont décrits par un nombre énorme de degrés de liberté d'information. Les trous noirs, ce n'est pas le cas. Ils sont extrêmement simples. Ce sont les objets macroscopiques les plus simples de l'univers. Et la relativité générale nous dit que les trous noirs ne devraient être caractérisés que par masse et spin. C'est un théorème. Et donc là, grâce à la botrioméladésie, on va pouvoir tester ce théorème et donc tester si la relativité générale a une fois encore raison ou pas. Pour terminer, j'ai essayé de garder ce qui est peut-être le plus important, c'est finalement qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Alors quand on essaie de prédire l'avenir, c'est toujours un exercice un peu délicat. Généralement, on se trompe beaucoup. Donc je pense que ce qui est sage de faire, c'est d'essayer de prendre l'histoire pour guide, voir ce qui s'est passé avant et puis d'essayer d'en tirer une leçon. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite revue historique de quelles sont les découvertes inattendues qu'on a faites chaque fois qu'on a commencé à regarder vers le ciel avec un nouveau type de messager, finalement. Au début du XVIIe siècle, Galilée tourne sa lunette astronomique vers la Lune. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des cratères. Donc là, déjà, en une nuit, il remet complètement en question le dogme du monde supralunaire immuable et du monde sublunaire désorganisé, dont on a entendu parler. Donc c'est déjà un résultat, enfin une découverte extrêmement importante dans l'histoire des sciences, l'histoire de l'astronomie. L'année suivante, il tourne sa lunette astronomique vers Jupiter. Qu'est-ce qu'il découvre? Les satellites galiléens, 4 satellites. Donc clairement, la Terre n'est pas la seule à avoir un satellite. La planète Jupiter en a également. De nouveau, juste en regardant comme ça le ciel avec de la lumière, mais avec un instrument un peu perfectionné, on arrive à faire des découvertes complètement inattendues. Personne n'avait prédit que Jupiter allait avoir des satellites, à ma connaissance. On arrive maintenant bien plus proche de nous, début du XXe siècle. On commence à observer le ciel avec les rayons cosmiques. Eh bien, il a fallu attendre 1936, donc plus de 20 ans plus tard, pour découvrir les muons, c'est-à-dire certaines particules élémentaires, grâce à ces observations de rayons cosmiques. Quand on a commencé à regarder le ciel avec les rayons cosmiques, on ne pensait pas forcément qu'on allait découvrir une nouvelle particule élémentaire. 1933, on commence à observer le ciel avec les ondes radio, début de la radioastronomie. Il a fallu attendre 30 ans pour que Penzias et Wilson, complètement par hasard d'ailleurs, découvrent qu'il y a un fond uniforme de rayonnement micro-ondes, c'est un peu comme de la radio, qu'on appelle donc maintenant le fond diffus cosmologique, et dont on sait que c'est extrêmement important. Ça a été étudié maintenant en détail par plein de satellites, dont le satellite Planck, il y a à peine quelques années. On sait que c'est un peu comme une photo de l'univers
il y a quelques 380 000 ans après le Big Bang. Donc ça nous a permis de déduire tout un tas d'informations extrêmement importantes sur l'univers. Ça a vraiment beaucoup contribué à l'évolution de la cosmologie. Ça a valu d'ailleurs à Penzias et Wilson le prix Nobel de physique. Et en 1967, Jocelyn Bell découvre les pulsars, ce qui a valu à son directeur de thèse l'attribution du prix Nobel de physique. Les pulsars, extrêmement importants, parce que du coup, on en a déduit l'existence des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons qui, lorsqu'elles vivent en couple, sont de très bonnes sources non gravitationnelles. 1948, premières observations astronomiques de rayons X. 1962, découverte des binaires X, qui nous donne les premiers indices observationnels de l'existence des trous noirs. Donc là encore, absolument pas prédit, c'est une découverte. 1961, premières observations des rayons gamma. Là, pour le coup, il n'a pas fallu attendre très longtemps, mais on a découvert les sursauts gamma, dont on pense d'ailleurs que certains d'entre eux, les sursauts gamma dits courts, ont en fait comme origine la coalescence de deux étoiles à neutrons. Donc là, il va y avoir beaucoup de sciences intéressantes à l'interface entre la détection non gravitationnelle par des binaires d'étoiles à neutrons et l'observation de sursauts gamma. Beaucoup plus récemment, il y a à peine 5 ans de ça, le satellite Fermi, satellite gamma, a découvert, alors je suis désolé pour la photo, elle devrait être à 90 degrés, mais ça ne passait pas. Donc imaginez que vous avez le plan de la galaxie, d'accord? Donc imaginez qu'il est comme ça. Qu'est-ce qu'a vu de notre galaxie, la Voie lactée? Qu'est-ce qu'a vu Fermi? Fermi a vu deux gigantesques bulles au-dessus et en dessous, enfin il n'y a pas de en dessous dans l'espace, mais vous voyez ce que je veux dire, du plan de la galaxie, deux gigantesques bulles de rayons gamma, dont on pense en fait qu'elles sont une signature d'une activité passée du trou noir supermassif qui se trouve au cœur de notre galaxie. Donc, pour terminer, les neutrinos, 1968, premières observations, on a vu des neutrinos en provenance du Soleil, et puis en fait, les calculs disaient vous devriez voir 3 fois plus de neutrinos en provenance du Soleil qu'on en voyait effectivement. Donc les physiciens des particules disaient les astrophysiciens, vous n'avez rien compris, de toute façon, nous on sait très bien comment ça marche les neutrinos, il devrait y en avoir 3 fois plus, c'est vos modèles du Soleil qui sont complètement nuls. Et ironiquement, il se trouve en fait que les modèles du Soleil étaient plutôt bons et que ces observations astronomiques ont permis des progrès en physique des particules parce qu'on a découvert le phénomène d'oscillation de neutrinos qui vous dit qu'en fait il y a plusieurs variétés de neutrinos qui peuvent osciller, c'est-à-dire changer de nature, et donc il y avait bien le bon nombre initialement, c'est juste qu'il y en a 2 tiers qui sont transformés, et du coup on n'en voyait qu'un tiers. Donc tout ça pour dire que chaque fois, mais vraiment chaque fois, qu'on a regardé le ciel, le cosmos, l'univers, avec un nouveau messager, une nouvelle façon d'observer le ciel, on a fait des découvertes inattendues. Et là, non seulement on est en train de regarder avec quelque chose de différent, mais c'est pas comme, vous voyez, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radio, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques, finalement, c'est relativement proche de la lumière. Là, c'est complètement différent, c'est des ondes gravitationnelles, c'est comme un nouveau sens. Donc forcément qu'on va faire des découvertes complètement inattendues. J'ai plus de batterie. Ah si. On va forcément faire des découvertes inattendues, de très nombreuses surprises en perspective, et moi j'ai vraiment hâte, j'espère que le festival existera encore dans 20 ans, de revenir dans 20 ans et de voir ce qui sera passé entre-temps. Moi, je suis persuadé qu'on va voir des choses qu'on n'a pas prédites, parce que clairement, la nature nous surprend toujours. On n'a pas assez d'imagination. On a pensé à certaines choses, mais il y aura d'autres choses qu'on va voir qu'on n'a pas pu prédire. Donc, si le sujet vous intéresse, ben, je vous invite à venir écouter Alejandro Boué, qui va vous faire une grande conférence mardi matin. Première détection des ondes gravitationnelles, le début d'une nouvelle astronomie. Et si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails, avec un petit peu de maths par-ci, par-là, il y aura 2 cours fil rouge donnés mardi après-midi par moi-même et mercredi matin par Alejandro. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.